Dans les années 1960, la ville de Rosenheim, située en Allemagne, a été le théâtre de phénomènes étranges et inexplicables. Des objets ont été observés se déplaçant sans intervention humaine, parfois de manière violente, comme s'ils étaient lancés par une force invisible. Des pannes électriques et des dysfonctionnements d'appareils ont été fréquemment signalés en présence de ces phénomènes paranormaux. Bonjour à tous, avant de commencer cette vidéo, ma chaîne principale étant consacrée exclusivement à la musique, j'ai décidé de créer cette chaîne secondaire pour partager toutes sortes d'histoires bien plus étranges les unes que les autres. Si le contenu vous plaît et que vous en voulez encore, pensez à vous abonner, à liker tout ça pour que l'algorithme fasse son travail. Avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi tout d'abord vous parler du contexte historique de l'émergence des phénomènes paranormaux dans l'histoire. Depuis l'aube de l'humanité, ça vous aura pas échappé que les êtres humains ont été fascinés par l'inexpliqué, cherchant à donner un sens aux phénomènes qui semblent échapper aux lois de la nature. Cette quête incessante a donné naissance à une multitude de croyances, de légendes et de récits qu'on connaît tous, concernant ce qu'on va qualifier aujourd'hui de phénomènes paranormaux. Le contexte historique de l'émergence de ces phénomènes remonte à l'Antiquité, où les civilisations anciennes attribuaient souvent des événements mystérieux à des forces surnaturelles. Les mythes et les légendes de ces sociétés reflétaient une croyance profonde en des dieux, des esprits et des créatures mythiques qui étaient considérés autrefois comme responsables des phénomènes inexplicables. L'essor des grandes religions monothéistes ont joué aussi un rôle là-dedans. Je pense notamment au christianisme, au judaïsme et à l'islam. Ça a contribué à façonner le contexte historique des phénomènes paranormaux. Ces religions ont introduit des concepts tels que les anges, les démons, les miracles et les prophéties qui ont alimenté un peu plus le récit de rencontres entre le divin et le surnaturel. Au Moyen-Âge, c'est aussi une période marquée par un fort sentiment de religiosité et de superstition. Les phénomènes paranormaux n'étaient pas rares à ce moment-là, liés à la sorcellerie, à la magie. Les chasses aux sorcières par exemple et les procès pour hérésie ont témoigné de la peur et de la méfiance envers tous ceux qui étaient considérés comme étranges ou inexplicables. La Renaissance a apporté un changement de perspective à ce niveau-là, avec un intérêt croissant pour la science, la raison et l'exploration rationnelle du monde. Cependant, même à cette époque de progrès intellectuel, les phénomènes paranormaux ont continué à susciter l'intérêt, notamment à travers des travaux d'alchimistes, de magiciens et d'occultistes qui cherchaient à percer à tout prix les mystères de l'univers. La période des Lumières, caractérisée par un fort accent sur la raison, la logique et l'empirisme, a vu naître un scepticisme croissant à l'égard des phénomènes paranormaux. Les penseurs de cette époque ont cherché à expliquer les événements en termes naturels et ont rejeté toute superstition et les croyances irrationnelles. Cependant, malgré les avancées de la science et de la rationalité, les phénomènes paranormaux ont continué à captiver l'imagination humaine, alimentant la littérature, l'art, la culture populaire à travers des siècles d'histoire. Des histoires de fantômes et d'apparitions, allant jusqu'à la télépathie, allant même jusqu'aux expériences de mort imminente. Ces phénomènes persistent dans notre conscience collective finalement quand on regarde bien, défiant parfois toutes les explications rationnelles. C'est notamment le cas concernant les 3 affaires dont je vais parler aujourd'hui. La première affaire commence en 1967 dans un cabinet d'avocats situé à Rosenheim en Allemagne. Ce cabinet d'avocats appartient à un certain Sigmund Adam. Les avocats et leurs secrétaires vont commencer à observer petit à petit des phénomènes de plus en plus étranges et inexplicables, comme des lumières qui clignotent, des objets qui se déplacent sans raison apparente, des téléphones qui sonnent mais sans personne à l'autre bout de la ligne, ce qui j'avoue reste quand même très étrange pour l'époque. Pris par la panique, les avocats décident de contacter une personne en particulier, et c'est pas n'importe qui, c'est un professeur, un certain Hans Bender, un parapsychologue qui semble être à ce moment-là la meilleure personne pour ce type de phénomène. Bender s'empresse d'envoyer l'une de ses plus brillantes étudiantes, une certaine Sibylle Kubitschek. C'est elle qui va mener justement l'enquête sur place. Pour tenter de comprendre ce qui se passe réellement, Sibylle elle va passer pas mal de temps à observer les événements, à documenter les phénomènes, mais aussi à mettre en place tout un tas d'équipements de mesure, comme des caméras. Les observations que Sibylle va faire va vraiment confirmer que les phénomènes signalés par les occupants du cabinet sont réels. Elle a également enregistré ces événements de manière à ce qu'ils puissent être utilisés par d'autres chercheurs par la suite.
Au cours de l'année, les phénomènes se sont étendus à d'autres parties de la ville de Rosenheim. Des témoins supplémentaires ont signalé des événements similaires, renforçant ainsi l'idée qu'il ne s'agissait pas d'un canular isolé. Cependant, et ce n'est que mon avis personnel, toute cette partie du phénomène qui s'étendrait dans toute la ville me laisse un peu perplexe au final. Et si l'ampleur que cette histoire avait pris, c'était pas simplement le fruit de l'imagination de certaines personnes, qui par hasard profiteraient justement de la médiatisation de cette affaire. Enfin bref, quoi qu'il en soit, et bien que les phénomènes aient été largement documentés et observés, plusieurs théories ont été avancées pour expliquer ce fameux poltergeist à Rosenheim. Certains ont suggéré donc qu'il s'agissait d'une supercherie et d'une fraude totale. Mais d'autres témoins maintiennent quand même la véracité des événements et des informations. D'autres ont proposé des explications plus terre-à-terre et psychologiques, suggérant que les phénomènes étaient juste le résultat de tensions émotionnelles ou alors de troubles mentaux chez certains témoins. Cependant, à l'heure d'aujourd'hui, aucune vraie explication définitive n'a été trouvée sur toute cette affaire. La maison Winchester, également connue sous le nom de Winchester Mystery House, est une résidence située à San José en Californie aux États-Unis. Elle a été la demeure de Sarah Winchester, veuve de William Wright Winchester, qui est un héritier de la fortune de l'entreprise Winchester Repeating Arms Company. Après la mort prématurée de son mari et de leur fille, Sarah Winchester est convaincue que la famille Winchester est maudite par les esprits des personnes tuées par les armes à feu des Winchester. Elle consulte donc un médium qui lui conseille de construire une maison pour apaiser les esprits vengeurs. À partir de 1886, la construction de la maison Winchester commence et se poursuit jour et nuit. 7 jours sur 7 pendant près de 38 ans, jusqu'à la mort de Sarah Winchester en 1922. La maison est devenue un labyrinthe complexe avec des escaliers qui mènent nulle part, des portes qui s'ouvrent sur des murs et des pièces construites les unes sur les autres de manière apparemment très chaotique. La maison Winchester est dotée d'une architecture vraiment spéciale et d'une multitude de caractéristiques étranges, supposément conçues pour désorienter les esprits malveillants. On dit que Sarah Winchester a été influencée par les visions et des rêves dans les conceptions de la maison, ajoutant des éléments ésotériques et occultes à son architecture. La construction ne s'est jamais vraiment arrêtée tant que Sarah Winchester était en vie. Elle aurait donné des instructions quotidiennes aux ouvriers et aurait continué à modifier et agrandir la maison. Son plan d'ensemble était vraiment clair en tout cas. La maison Winchester est devenue célèbre pour ses prétendus phénomènes paranormaux. Des visiteurs ont signalé des bruits étranges, des portes qui se ferment d'elles-mêmes, des apparitions fantomatiques et d'autres événements inexplicables. D'ailleurs, il y a pas mal de vidéos qui parlent de cette maison sur YouTube. Je vous recommande d'y jeter un petit coup d'œil. Il y a certains contenus qui sont vraiment incroyables à ce sujet. Pour revenir à la maison Winchester, actuellement, elle est quand même devenue une attraction assez touristique et populaire après la mort de Sarah, attirant beaucoup de visiteurs du monde entier pour découvrir justement son histoire fascinante, ses mystères et son architecture. Pour la dernière petite histoire, on se dirige vers la ville fantôme de Centralia qui est située en Pennsylvanie. Cette ville, elle est devenue célèbre en raison d'un phénomène surnaturel qui est quand même peu commun, faut l'avouer. Un incendie souterrain de charbon qui brûle depuis des décennies et qui a entraîné l'abandon presque complet de cette ville. Ce cas unique a attiré l'attention des médias et des chercheurs du paranormal qui, justement, fait de Centralia une véritable ville fantôme moderne. D'ailleurs, pour les personnes qui jouent beaucoup aux jeux vidéo, si ça vous rappelle pas l'histoire d'un jeu, oui, on parle bien de Silent Hill, la fameuse licence qui a été inspirée justement de Centralia. D'ailleurs, pour revenir à Centralia, ça a été fondé en 1866 dans le cadre de l'exploitation minière du charbon dans la région. Au fil des décennies, la ville a bien prospéré grâce à cette industrie et a atteint quand même une population de plus de 1000 habitants dans les années 1950. C'est seulement à partir de 1962 que l'incendie de charbon a accidentellement été allumé à côté d'une décharge municipale située pas loin d'une des mines de charbon abandonnées de Centralia. Cet incendie s'est rapidement propagé dans les réseaux souterrains de la mine et a alimenté les riches gisements de charbon de la région. Malgré les efforts des autorités pour éteindre cet incendie, il s'est répandu et il est devenu très vite incontrôlable.
L'incendie souterrain de charbon a eu des effets dévastateurs sur la ville de Centralia, des fumées toxiques qui se sont échappées, des fissures dans le sol provoquant des incidents sur la santé et des évacuations forcées. Les routes se sont effondrées, les maisons ont été endommagées par les fumées toxiques et la ville est devenue de plus en plus dangereuse à mesure que l'incendie se propageait. Face à la menace et à cause de l'incendie souterrain, le gouvernement fédéral n'a pas vraiment eu d'autre choix avec les autorités locales que de relocaliser tous ses résidents. Dans les années qui ont suivi, la plupart des habitants ont officiellement quitté toute la ville, abandonnant leurs maisons et tous leurs biens derrière eux. Et c'est officiellement en 1992 que le gouvernement a officiellement évacué Centralia, déclarant la ville comme étant en état d'urgence. Aujourd'hui, Centralia est devenue une véritable ville fantôme. La plupart des bâtiments ont été démolis, les routes sont envahies par la végétation, et seules quelques maisons isolées témoignent du passé de la ville. En ce moment même, cet incendie souterrain continue encore de brûler et alimente toutes ces fumées toxiques qui s'échappent occasionnellement des fissures dans le sol. De nombreuses personnes affirment avoir vécu des phénomènes paranormaux à Centralia, comme des apparitions fantômes, des voix étranges et des sensations de présence inexplicables et inhabituelles. En conclusion, cette ville fantôme demeure un parfait exemple qui est poignant des conséquences désastreuses de l'exploitation minière et de l'incapacité de l'homme à contrôler les forces de la nature. Son histoire continue de fasciner et d'interpeller, rappelant la fragilité de nos communautés et de notre environnement face aux dangers invisibles qui se cachent sous nos pieds.